Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Ce soir, c'est une émission un peu spéciale puisqu'on reçoit Genipix. Pendant 55 minutes, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la cybersécurité au quotidien. L'idée, c'est simple, c'est de démystifier le hacking sans fantasme et comprendre les bons réflexes qui évitent la majorité des galères et voir comment on crée du contenu et des démonstrations dans un cadre éthique, avec de la pédagogie et du bon sens. Côté équipe, je suis avec Louis Février qui est en technique, Ulysse Tual au stream et évidemment moi-même Zachary à l'animation. Au programme, des chroniques courtes, une interview en plusieurs parties. Radio SV, le meilleur du son. Alors, avant de rentrer dans l'interview, on doit faire un petit nettoyage de printemps dans un mot, le mot hacker. Parce que dès qu'on dit hacker, l'imagination collective part très vite sur une scène de film, quelqu'un en capuche dans le noir avec un clavier qui fait clac clac clac, des lignes vertes qui défilent, une musique dramatique et au bout de 12 secondes, accès garanti. Et là, le gars il a piraté la NASA, la banque, le feu rouge de la ville et le compte Netflix du voisin. Bon, la réalité est un peu moins cinématographique. Et c'est justement ça que c'est intéressant. Alors déjà, le mythe numéro 1, hacker est égal criminel, non, non, non et non. Il y a des hackers qui attaquent, oui, mais il y a aussi des gens dont le rôle est de tester la sécurité pour corriger les failles. On appelle ça l'ethical hacking. L'idée, c'est de chercher les problèmes pour que quelqu'un les répare. C'est un peu comme un crash test pour une voiture. Vous n'êtes pas anti-voiture parce que vous testez les airbags. Mythe numéro 2, c'est rapide. Alors dans les films, ça va vite parce que sinon, on s'ennuie. Et dans la vraie vie, c'est beaucoup moins piratage instantané et beaucoup plus attendez, pourquoi ça marche pas, c'est un détail. Et surtout, la majorité du boulot, c'est comprendre un système, vérifier, documenter, recommencer. C'est rarement spectaculaire, c'est méthodique. Ensuite, le mythe numéro 3, ce n'est que du code. Eh bien, c'est totalement faux. Le hacking, c'est aussi du réseau, des systèmes, des réglages, des configurations. Et parfois, le maillon faible, ce n'est même pas la machine, c'est l'humain. Parce que si quelqu'un arrive à vous faire cliquer sur un lien douteux, donner un code ou valider une connexion vite fait, il n'a pas hacké votre ordinateur, il a hacké votre décision. Mythe numéro 5, moi je m'en fiche, je n'ai rien à cacher. Alors ça, c'est la phrase la plus injuste du monde. Parce que la cybersécurité, c'est pas juste cacher des trucs, c'est protéger ses comptes, ses photos, ses documents, ses messages, parfois son argent et même parfois son identité. Et même si vous n'avez rien de secret, vous n'avez pas envie que n'importe qui puisse se balader dans votre vie numérique comme dans un couloir de lycée. Donc pour conclure, non, le hacking ce n'est pas Hollywood et si on doit retenir une seule idée, dans la vraie vie, la sécurité c'est rarement une bataille de génie, c'est une histoire de réflexes, de méthodes et de limites. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Alors, nous sommes en compagnie maintenant de Genipix qui est créateur de contenu. Alors tout d'abord, merci d'être avec nous. Eh bien, bonjour, merci pour l'accueil. Eh bien, de rien. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases pour quelqu'un qui vous découvre aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Thomas Faure, alias Genepix. Je suis passionné par la tech de manière très générale et tout particulièrement par le hacking et la sécurité informatique. Donc, vous vous appelez Genipix, mais ce nom, il raconte quoi sur vous ? Est-ce que c'est lié à votre univers, une histoire ou un déclic ? Alors, le nom Genepix, l'histoire, elle est rigolote. C'est simplement qu'il y a eu cette mode dans les années 2010 des grandes entreprises avec un X. Donc, il y a Netflix qui est arrivé, il y a SpaceX qui est arrivé, et puis d'autres, même Roblox, etc. Moi, je viens de Savoie. En Savoie, il y a une petite boisson locale qui s'appelle le Genepi. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de mélanger le terroir de la Savoie avec le côté ultra high-tech. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça Genepix. Et puis il y a un côté génération pixel qui me correspondait pas si mal. Ouais. Sur votre profil, vous parlez de code, de démos et de conférences en ethical hacking. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre cet angle-là plutôt qu'un contenu tech plutôt généraliste ?
Alors, ce qui m'a donné envie de prendre cet angle-là, c'est que je me suis rendu compte, comme beaucoup de créateurs de contenu d'ailleurs pendant le Covid, qu'il y avait une niche pour ça et qu'il y avait des gens que ça intéressait. Pour l'histoire, pendant le Covid, je me suis amusé, parce que comme tout le monde, je m'ennuyais, je me suis amusé à développer un petit logiciel qui automatisait une chaîne YouTube. En gros, je me suis dit, est-ce que c'est possible d'avoir un logiciel, on appuie sur un bouton et ça gère la chaîne YouTube, ça crée du contenu, ça publie du contenu et ça fait vivre la chaîne. Donc en fait, j'ai développé cet outil-là avec un ami développeur et arrivé au bout de ce projet, je me suis dit bon bah il y a deux solutions. Soit je fais vivre ce projet, ça me plaisait pas trop dans l'idée de gagner des sous automatiquement avec YouTube, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas l'essence du truc, c'est pas pour ça que je l'avais fait. Soit je me suis dit je vais faire une chaîne TikTok au départ pour expliquer aux gens comment j'ai fait et comment ça marche. Et du coup j'ai plutôt pris cette tangente-là. Et donc, cette chaîne YouTube, elle est devenue quoi actuellement ? Alors, elle est devenue rien du tout parce que enfin, ça s'appelait Genepi TV. Au départ, d'ailleurs, vous pouvez voir, le compte existe encore. Il n'y a plus grand-chose dessus parce que dans l'histoire de l'explication, à la fin, je supprime la chaîne en vidéo pour dire, voilà, ce n'était pas le but. Le but, c'était de relever ce défi-là, parce que c'est aussi ça pour moi le hacking. Il y a vraiment l'idée de défi. Est-ce qu'on peut utiliser la tech et détourner la tech pour atteindre certains objectifs auxquels on n'a même pas forcément pensé. Donc du coup, j'ai supprimé toutes les vidéos et elle est encore en vie, mais je ne poste plus rien dessus. Et donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile au début ? Est-ce que c'était de comprendre, de pratiquer, de rester régulier, ou même simplement d'assumer en public ? Au début, tu veux dire au début de la création de la chaîne ou au début de l'apprentissage Au début de la création de la chaîne, le plus dur, je pense, ça a été de renouveler les formats. Parce que c'est ça qui est pas évident. C'est vrai que développer un outil comme ça, à l'époque, on n'avait pas l'intelligence artificielle. Le vibe coding, ça n'existait pas. Donc, c'était du ligne par ligne. Ça a pris des semaines, voire des mois. Donc, c'est vrai que quand on veut proposer du contenu tech et informatique, on ne peut pas se reposer que sur les outils qu'on développe, parce qu'on ne peut pas en développer non plus tout le temps. Donc, voilà, ça a été de trouver de nouveaux formats, je pense, au départ. Ouais. Et vous direz que votre force principale aujourd'hui, c'est plutôt de la technique pure, la pédagogie, ou même la capacité à raconter une démo de manière claire ? Bah, je pense qu'effectivement, tu as tout dit, c'est plutôt le troisième point. Je suis pas un technicien extraordinaire, moi je suis plutôt un généraliste de l'informatique. Je m'intéresse à tous les domaines de l'informatique, mais je me considère expert en rien du tout. Mais par contre, vu que je comprends ces mécanismes, eh ben, je pense que c'est plus facile pour moi que pour d'autres de l'expliquer, de le vulgariser. Mais c'est vrai qu'il y a un autre aspect sur Genepi, et dans certaines vidéos, et c'est un peu volontaire, c'est d'aborder ces sujets de manière extrêmement technique, mais un petit peu de manière sarcastique en fait. Voilà, le côté très technique de l'informatique qui peut parfois surprendre les gens quand ils tombent dessus. Ouais. Et vous, comment vous préparez vos démos et comment vous fixez vos limites pour rester dans l'éthique ? Alors, pour ce qui est de l'éthique, c'est pas évident. Parce qu'on est sur un domaine qui est compliqué. D'ailleurs, je te cache pas que j'ai beaucoup de vidéos qui se sont fait striker au départ parce que j'avais pas le bon axe. Et quand on n'a pas le bon axe et quand on évoque certains sujets, je peux te donner des exemples. Par exemple, j'avais développé à l'époque un outil qui permettait de gagner à Bravo Loto tout le temps. C'est un jeu de loto qui existe encore. Je pense que l'outil fonctionne encore. Et en fait, moi, j'ai développé ça vraiment de manière très innocente en me disant mais c'est quand même incroyable que ce soit possible. Et j'avais envie de le dire aux gens. Mais sauf que TikTok et Instagram refusaient que je poste ce genre de choses, donc je me faisais striker la vidéo en permanence. Donc du coup, c'est plus une question de ligne éditoriale. C'est comment est-ce qu'on parle de ce sujet pour qu'on reste dans cet esprit de... on n'est pas là pour expliquer aux gens comment on pirate un truc, on est là pour leur dire regardez, c'est possible, et c'est complètement fou que ce soit possible. Et justement, est-ce que l'éthique pour vous, c'est surtout une question d'intention ou de conséquence ? Là, il me faudrait 4 heures. Non, je pense que l'éthique, c'est surtout une question de conséquences. Tu sais, moi, je viens d'une époque de l'informatique, je parle déjà comme un vieux, mais où le hacking, c'était quelque chose de très inconnu. On comprenait pas ce que c'était. Maintenant, il y a plein de solutions pour se mettre au hacking. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 11, 12, 13 ans. Si on voulait apprendre à pirater un truc, c'est super simple. On piratait un truc.
Hein. Et puis on vient d'une période où les systèmes d'exploitation, les logiciels n'avaient pas encore cette notion de sécurité, parce que c'était un peu la sécurité contre la simplicité. C'est-à-dire que pour sécuriser, il fallait enlever de la simplicité. Maintenant, c'est quelque chose qui a été relativement bien réglé, mais c'était plutôt facile à l'époque de pirater des choses. Donc, j'ai jamais senti que je piratais de manière malveillante ou pour m'introduire dans un système. Je faisais du hacking au départ parce que je voulais comprendre comment ça fonctionnait, en fait. C'était vraiment ça, hein. Et justement, vous parlez du cas où le hacking éthique, où le hacking justement c'était plus facile à l'époque, et moi ça me fait penser au cas de Xavier Niel, qui lui avait hacké justement, je crois qu'il me semble que c'était les box récepteurs du câble de Canal+, et vous en pensez quoi de ça ? Oui, Xavier Niel, bon, il l'a bien payé, hein, le pauvre, il a fait un petit tour en prison, il me semble, je crois que c'était pas exactement pour ça, mais en fait je comprends complètement, j'adore Xavier Niel et j'adore sa mentalité, parce que je pense que le hacking c'est d'abord un état d'esprit, et c'est quelque chose qu'on finit par appliquer dans son quotidien pour raccourcir des process, pour automatiser des process, parce qu'il y a un vrai lien entre le hacking et l'automatisation. C'est des choses qu'on peut même sortir de l'aspect tech, donc moi j'ai beaucoup de respect pour Xavier Niel, et je pense qu'à sa manière, lui aussi, dans la curiosité qu'il avait, il avait juste pas le choix. S'il voulait apprendre à la sécurité, il fallait détourner. Oui, eh bien merci beaucoup Genepix, on va vous retrouver très prochainement, mais en attendant de vous retrouver, c'est nos partenaires sur Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent, au Parc du Tabor. HEIP, l'école des hautes études internationales et politiques. Depuis 125 ans, notre école forme des citoyens engagés et éclairés, prêts à façonner un avenir plus juste et plus durable. Penser, débattre, agir, 3 mots qui incarnent notre vision pour comprendre les dynamiques internationales et imaginer des solutions aux défis contemporains. Découvrez nos programmes en français et en anglais, nos campus en France et à l'international, ainsi que nos partenariats avec 40 universités. Nos programmes diplômants garantissent une formation de qualité et une reconnaissance professionnelle. Inscrivez-vous à nos événements pour découvrir notre campus au cœur de Rennes sur HEIP.fr. Rejoindre HEIP, c'est être prêt à transformer le monde de demain. Rennes School of Business, c'est l'excellence académique d'une grande école combinée à un ADN résolument international. Classée parmi les 10 meilleurs programmes grandes écoles de France et 2e meilleur bachelor de France, l'école se distingue par son esprit d'innovation. Cette année, découvrez le nouveau bachelor en affaires et relations internationales, avec une pédagogie audacieuse qui intègre pleinement l'art et les humanités. À Rennes School of Business, nous vous invitons à penser autrement, à sortir du cadre et à imaginer un avenir plus créatif, inventif et humain. Rendez-vous sur rennes-sb.fr pour en savoir plus. Vendredi 16 et samedi 17 janvier 2026, Studirama organise le salon Formatech 44 à Nantes. Retrouvez 800 formations du bac au bac plus 5 dans tous les secteurs, université, IUT, grande école, BTS, prépa. Retrouvez également les CIO de l'Académie de Nantes qui vous conseilleront tout le week-end sur la procédure Parcoursup et les choix à faire selon votre profil. Découvrez l'espace de démonstration des métiers de l'industrie et les dizaines de conférences. Inscription gratuite. Un max de tubes pour un max d'ambiance sur RSV. Radio Saint-Vincent, au plus proche de toi. Nous sommes toujours en compagnie de Genepix qui est avec nous en distanciel. Quand vous choisissez un sujet de démo, qu'est-ce qui se passe en premier ? Est-ce que c'est l'intérêt pédagogique ou c'est l'actualité qui passe en premier ? Alors, j'ai développé trois lignes éditoriales sur ma chaîne, de la plus simple à la plus complexe en fait. La plus simple, c'est le format news tech, hacking et informatique. Et pour ça, on va dire que pour moi, c'est assez simple parce que je passe énormément de temps sur des journaux spécialisés, blogs spécialisés, même chaînes YouTube spécialisées, pour voir un petit peu les nouveautés de la tech et les nouveautés dans la sécurité informatique. Donc, quand il y a un sujet que je trouve hyper intéressant, je le reprends, je le réécris à ma manière, et puis j'en tourne une vidéo. Ça, c'est le format des news. Après, le deuxième format, c'est le format des outils que je développe. Donc là, c'est vraiment l'idée de faire ce qu'on appelle en informatique des proof of concept. On va vérifier si ce qu'on a en tête, on peut le développer, on peut le coder, et puis si ça marche, j'en profite pour faire une vidéo pour montrer aux gens. Et le troisième format, je pense que c'est...
Dis-moi, pardon. Ouais, et justement, est-ce que vous avez des idées enfin des exemples de projets que vous avez créés? Des exemples de projets que j'ai créés, oui. Alors bon, il y a bien sûr cette fameuse chaîne YouTube, c'est ça, je pense, au départ qui m'a fait connaître. Après, par exemple, on s'est amusé donc avec mon ami Dev à faire un escape game en ligne. À un moment, on s'était amusé à faire tout un process où les gens se retrouvaient sur des sites internet, devaient trouver voilà, jusqu'à la fin où on leur faisait gagner un petit t-shirt Genepix. Et sinon, après, c'est différents outils un peu plus pédagogiques. Par exemple, comment est-ce qu'on va extraire les métadonnées d'une image pour retrouver la position GPS d'une photo dans un téléphone. Voilà, c'est des petits outils comme ça. Ouais. Et qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Est-ce que c'est la recherche, c'est la validation technique, ou c'est la mise en scène, la pédagogie ou le montage? Alors, ce qui me prend le plus de temps, je pense que c'est l'automatisation des process de hacking. Parce que comme tu l'as très bien dit dans ton pitch de départ, le hacking, c'est pas vraiment comme dans les films. C'est pas quelque chose où c'est passionnant de regarder le gars derrière. Voilà, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de choses qu'on loupe. Et par exemple, quand je dois faire des démos, même en conférence, etc., eh bien, souvent, je code des outils pour automatiser au maximum le processus qui normalement est très manuel. Et ça, c'est très long à faire. Justement, quand vous parlez de conférences, qu'est-ce qui change pour vous entre le format scène et le format Instagram? Est-ce que c'est la profondeur, l'humour, la rigueur, ou même tout simplement le niveau qui est différent? Alors, dans la manière avec laquelle j'aborde les conférences, ce qui est très différent, c'est qu'on a un public en face de soi. Et que c'est d'ailleurs le principe de ma conférence. Je dis au public, on va vous hacker. En tout cas, on va se comporter comme si on allait vous hacker. Donc, on va utiliser le téléphone des gens, on va utiliser leur appareil photo. Donc, on peut pas fake la démonstration. Est-ce que dans vos retours d'audience, c'est quoi la question qui revient le plus souvent ou le malentendu le plus fréquent? La question qui revient le plus souvent, souvent c'est des questions un peu basiques, comme par exemple, tiens, est-ce que tu peux accéder à mon compte Instagram? Est-ce que tu peux accéder à ma caméra? Je pense que c'est les questions qui reviennent le plus régulièrement. Ouais. Quelles erreurs reviennent le plus souvent chez les débutants et quels réflexes de base conseillerez-vous à tout le monde? Ah, c'est une bonne question. Je pense que ce qui revient le plus souvent, c'est les misclics. On fait pas attention à où on clique. Ça, c'est quelque chose qu'on observe hyper régulièrement et qui fait qu'on peut se retrouver d'un coup avec tout un tas de petits plugins dans son navigateur qui se font passer pour des antivirus, etc. On va dire que quand ma famille et mes amis ont des problèmes avec leurs ordinateurs, c'est souvent lié à des misclics à un moment donné sur des sites un peu bizarres. Ouais, c'est vrai que mal cliquer à un endroit, ça peut avoir des conséquences, entre guillemets, j'aurais dit, irréversibles. Mais est-ce que vous avez un exemple de démo ou de sujet où vous vous êtes dit, ça va vraiment changer la manière dont les gens vont penser à la sécurité? Alors, tu veux dire dans le cadre d'une démo, par exemple, vidéo ou conférence? Ouais, par exemple, ouais. Ouais. Par exemple, j'avais sorti une vidéo qui d'ailleurs était extraite d'une conférence où j'envoie un lien à tout le public de la conférence. Enfin, pas que j'envoie un lien, c'est que je demande aux gens de scanner un QR code qui apparaît sur un écran géant pendant la conférence. Et en scannant ce QR code, ça leur ouvre le menu d'un restaurant, donc un faux restaurant. C'est évidemment pour la démonstration. Sauf que à ce moment-là, ça a également activé les appareils photos de tout le public. Et en fait, les photos des gens du public sont apparues en fond sur l'écran géant de la salle. Et ça a permis de comprendre un truc, c'est que quand ils ont ouvert le navigateur, il y a eu une autorisation qui a popé sur l'écran qui a dit « Est-ce que vous acceptez on active votre caméra ?» Et là, on en arrive un petit peu au problème des RGPD en Europe, c'est qu'on nous a tellement collé cette habitude de devoir tout accepter tout le temps si on veut un tout petit peu d'accès à un site internet, que finalement les gens font même plus attention à où ils cliquent. Donc ils vont accepter des trucs qui peuvent être extrêmement graves, alors qu'ils pensaient simplement accepter un cookie. D'ailleurs, ils savent même pas ce que c'est un cookie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et justement, c'était quoi leur réaction quand ils ont vu leurs photos sur le grand écran lors de la conférence? C'était très visuel et ça les a vachement fait réagir. Et d'ailleurs, ça a même fait réagir sur Instagram parce que ça a fait des millions de vues derrière sur les réseaux, cette vidéo.
Donc, je pense qu'il y a deux types de réactions. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est complètement incroyable ce qu'on peut faire en quelques secondes ». Et il y a un autre type de réaction qui est intéressant, c'est des gens qui disent « Non, mais ça, c'est pas du tout du hacking, ils ont juste cliqué sur accepter ». Et j'en reviens à ton pitch de départ qui, du coup, était très juste. Le hacking, comme tu l'as très bien dit, c'est pas juste des lignes de code qui font qu'à un moment donné, on trouve une faille, on s'introduit. C'est des fois hacker la décision de quelqu'un, le faire cliquer alors qu'il n'aurait pas dû cliquer. C'est aussi ça. Et maintenant, on va passer un peu plus sur le côté technique. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'un cookie ? Un cookie, pour faire très simple, c'est un petit fichier qui vient se stocker dans l'ordinateur et qui va stocker des données pour faciliter la navigation, comme des mots de passe, comme des noms d'utilisateurs. Ça évite d'avoir à tout retaper à chaque fois. Oui, eh bien merci beaucoup Genepix, on va vous retrouver très prochainement. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. RSV, Made in Brest. Rien pour toi. Toujours en compagnie de Genepix, est-ce que vous pouvez, sur votre profil, vous mentionner être le cofondateur de Dual Fighting ? C'est quoi votre rôle exactement dans ce projet ? Oui, absolument. Donc j'ai cofondé Dual Fighting avec un ami et je suis donc directeur de l'organisation. Et bien évidemment que mon rôle c'est l'aspect tech, l'aspect développement. Donc c'est vrai que j'utilise tout ce que j'ai pu acquérir grâce au projet Genepix pour l'appliquer le mieux possible sur Dual Fighting. Donc il y a toute une partie très front, développement du site internet. Et puis une partie back où j'ai refait tout un logiciel de gestion d'événements de MMA pour automatiser un maximum de tâches, pour automatiser au maximum la régie télé. Voilà. Parce que c'est aussi ça le hacking pour moi. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est que Dual Fighting ? Oui, Dual Fighting, c'est une organisation, une jeune et récente organisation de MMA qui marche très bien. Donc, on organise des combats, particulièrement en Savoie. On accueille pas mal de monde, on accueille 2500 personnes sur place. On fait du multi-stream, on accueille jusqu'à 50-55 000 personnes sur les lives. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de personnes dans justement ce type d'événement-là. Et quand on fait, par exemple, de la tech pour un événement ou une organisation, la fiabilité, c'est la clé. Mais du coup, comment vous testez, comment vous sécurisez et comment vous prévoyez un plan B même ? Oui, absolument. En fait, c'est là le plus important dans le développement, c'est la robustesse. Il faut que ça fonctionne et il n'y a pas le choix. Et comment est-ce qu'on teste ? Eh bien, alors ça dépend de ce qu'on va tester, mais c'est vrai que ça nous est pour vous donner une petite idée, on a mis en place un système un peu comme Twitch, c'est-à-dire que les spectateurs peuvent offrir des dons aux combattants. Et c'est vrai que quand j'ai développé cet outil-là, donc on l'a développé from scratch, cet outil, je me suis quand même posé la question de comment je vais faire pour vérifier que mon système et que mon serveur y tient quand il y a 2000 personnes dessus en même temps. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans une université, on allait voir des étudiants et on leur a demandé de faire des tests tous en même temps, le plus possible, pour voir comment se comportait le programme. On a monitoré tout ça et ça m'a permis déjà de vérifier, de relever quelques potentiels problèmes, quoi. Oui, et justement, c'était quoi votre approche justement en cybersécurité, d'où ça influence la manière de penser un système pour Dual Fighting, par exemple les contrôles, la traçabilité, l'antifraude et même la robustesse, que pour supporter de nombreuses connexions comme ça, il faut avoir les reins assez solides et surtout le système derrière pour supporter tout ce trafic. Oui, absolument, absolument. Et je crois que c'est une réflexion que j'ai sur chaque ligne que je rajoute au système en me demandant, ok, est-ce que moi, dans un autre monde, je pourrais trouver une vulnérabilité là dans ce que je suis en train de faire. Donc en fait, on a énormément dissocié les choses. C'est-à-dire qu'on a, pour faire très simple, là, on a deux serveurs. On a un serveur, ce qu'on appelle des VPS maintenant, un serveur qui est public, donc c'est là qu'il y a le site internet, c'est là qu'il y a tous les outils publics, et puis il y a un serveur qui est complètement privé, complètement sécurisé. Les deux serveurs, alors c'est même pas que les deux serveurs communiquent l'un avec l'autre, c'est que le serveur privé envoie des informations au serveur public, mais le serveur public ne communique pas du tout avec le serveur privé, pour faire en sorte que même si un pirate un jour rentre dans le serveur public, il n'ait aucun accès au privé.
Oui, c'est comme on dit, la règle, donc, même en informatique en général, c'est toujours d'avoir au moins un double, voire de la triple redondance, c'est-à-dire avoir ses fichiers stockés soit sur son disque dur, sur un disque dur en externe et même sur le cloud. Donc ça, c'est hyper important quand on fait de l'informatique. Et donc vous, sur le moyen terme, comment vous vous projetez sur l'avenir ? Oui, alors déjà, tu as absolument raison. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a Git maintenant, qui permet de dupliquer le code. Ça facilite vachement les choses. Et pour donner une idée, j'ai des scripts qui s'occupent de faire des backups des bases de données toutes les 15 secondes. Si quelqu'un dédosse le site ou fait planter la base de données publique, 15 secondes plus tard, elle revient toute seule. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Après, pour ce qui est de l'avenir, alors mon avenir personnel, je vais te dire que j'ai envie de continuer à progresser. Surtout, je suis très curieux de voir tout ce qui va popper là au niveau de l'intelligence artificielle. Je me demande d'ailleurs ce que va devenir le développement, parce que pour vous donner une idée, là tout ce que j'ai développé, ça représente plusieurs centaines de milliers de lignes de code. J'en ai écrit à peu près 5 à 10% grand maximum, parce que l'IA a fait très bien le boulot, donc il faut la driver. C'est pas magique, mais on arrive là maintenant dans un monde où l'IA va pouvoir intégralement tout coder à notre place. Oui, et donc, ça c'est cool. Ouais, donc justement vous dites que vous avez utilisé l'IA pour justement créer vos projets, mais est-ce que ça a changé votre façon de travailler au quotidien ? Et à quel endroit exactement ? Est-ce que c'est plutôt la veille, à l'analyse, à la création, même à la productivité en général ? Ça fait absolument tout évoluer, et d'ailleurs je comprends complètement cette notion de vibe coding, c'est-à-dire qu'en fait on a une vibe, on a une idée, on a une pensée, on va la raisonner avec de l'IA. Moi je passe énormément de temps, peut-être trop d'ailleurs, à discuter avec des IA des idées que je peux avoir, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose, jusqu'à ce qu'on ait un proof of concept en tête, et puis après l'IA va pouvoir nous le développer de A à Z en la drivant correctement jusqu'au test. Et c'est pour ça que je crois plus vraiment aux grosses entreprises de développeurs où il y a 100, 150 développeurs. Le travail que j'ai fait sur cet outil, il y a 4 ans ou 5 ans, ça aurait sans doute nécessité une équipe de 5 ou 6 personnes. Et expertes dans leur domaine, expertes en front-end, experts en back-end, experts en structure, en réseau, etc. Là, moi tout seul, en étant alimenté par de l'intelligence artificielle, je peux me retrouver dans ces différentes expertises. Et pourtant, je ne suis pas un expert, je le dis souvent, mais l'IA peut nous permettre d'augmenter notre level dans tous les domaines. Et ça, c'est assez incroyable. Et donc vous avez plutôt une vision optimiste, ou vous êtes plutôt inquiet par rapport à l'arrivée de l'IA dans les prochaines années qui vont suivre ? Alors moi, je suis extrêmement techno-optimiste. Je trouve que ce qui est en train de se passer, c'est complètement lunaire. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça va radicalement changer notre vie dans les prochaines années, peut-être même prochains mois. Mais là, on est en train de développer des projets qu'on n'aurait même pas osé imaginer il y a 2 ans. Oui, donc au final, l'IA, c'est vraiment de quelque chose de plus important. Et donc vous, vraiment, votre vision, c'est que vous voyez que l'IA va s'allier avec l'homme pour finalement que l'IA nous épaule pour nous aider dans nos tâches du quotidien. C'est bien ça ? Oui, c'est complètement ça. Je pense que l'idée qu'une IA puisse nous épauler, c'était encore vrai il y a quelques mois. Et je pense que là, avec l'arrivée notamment de Gemini 3 Pro ou même de Claude Opus, par exemple, qui sont des IA particulièrement puissantes, bon, c'est les plus fortes du marché en ce moment, en tout cas, je trouve, on est carrément sur un stade de collaboration, pour moi. On collabore avec des IA pour avancer beaucoup plus vite. Et maintenant, on va partir dans un côté un peu plus conseil. Si un lycéen veut se lancer en cyber, par où vous lui conseillerez de commencer dès cette semaine de manière saine et légale ? Ouais, alors tu vois, c'est peut-être le seul aspect qui m'inquiète un petit peu avec l'IA, c'est que nous, pour on va dire notre génération, pour atteindre le niveau de connaissance qu'on a sur l'informatique, le dev, etc., ça a demandé à ce qu'on tryhard énormément. Des nuits blanches, on en a fait, des litres de Red Bull, des litres de café, des erreurs à s'arracher les cheveux tellement c'était compliqué.
Très honnêtement, ça fait 1 an et demi que j'ai pas connu ça, qu'il n'y a pas eu un moment où pendant des semaines je m'arrachais les cheveux parce que je comprenais pas, parce que ça ne règle tout. Et j'ai un petit peu peur qu'on arrive là dans une période où finalement il n'y a pas forcément besoin de comprendre et de connaître. Mais c'est peut-être pas si grave. Et ce que je conseillerais là pour des lycéens qui s'intéressent à la sécurité informatique, c'est de s'inscrire sur des plateformes comme RootMe par exemple, ou TryHackMe, ou HackTheBox. C'est des sites qui permettent d'apprendre la sécurité informatique en expérimentant, en hackant des trucs dans des environnements qui sont faits pour ça et qui sont sécurisés. Et à l'inverse, quelles sont les erreurs classiques que vous lui demanderiez d'éviter absolument ? Alors, vraiment, dans le cadre de la cyber, l'erreur la plus classique, c'est de s'intéresser au hacking avant de s'intéresser à l'informatique. Et c'est sans doute une erreur que j'ai faite au départ. J'étais plus passionné par la notion de hacking que par la notion de développement et d'informatique. Parce que le truc, c'est que je me suis vite rendu compte que quand on comprenait comment on développe et comment on construit, c'était beaucoup plus intuitif de comprendre comment est-ce qu'on trouve des vulnérabilités, comment est-ce qu'on s'introduit. L'inverse est pas forcément vrai. J'ai passé une grande période de mon adolescence à utiliser on appelait ça des lamers à l'époque, et je pense que j'en étais un, à utiliser des outils d'intrusion sans forcément comprendre comment ils fonctionnaient. Et donc justement, pour finir, où est-ce qu'on peut vous suivre et qu'est-ce que vous avez envie que les gens surveillent dans votre prochaine actu ? Alors clairement, là on peut me suivre, c'est simplement sur Instagram. Alors soit personnellement à travers la page Genepix on Insta, soit via mon gros projet actuel, à savoir Duel Fighting, parce que c'est vrai que là je suis dans une période où je consacre à peu près tout mon temps libre à ce projet-là spécifiquement, mais dès que j'aurai le temps de refaire un peu du contenu très axé Genepix, je le referai. C'est évidemment pas un projet qui est mort, c'est juste une question de priorité en ce moment. Eh bien, merci beaucoup Genepix d'être venu sur notre plateau de Radio Saint-Vincent. J'espère que vous avez passé une agréable expérience. Mais merci à toi, c'était très sympa. Eh bien, merci à vous surtout. Je vous rappelle qu'on vous êtes Genepix, qu'on peut vous retrouver sur Instagram. Merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau. Radio Saint-Vincent, c'est les tubes d'hier et d'aujourd'hui. Radio Saint-Vincent. Maintenant, on va passer au concret parce que finalement, la cybersécurité, c'est un sujet qui est finalement assez large, mais on va recentrer tout ça et on va surtout s'intéresser aux réflexes qu'il faut avoir pour justement se protéger ses données et surtout, on va s'intéresser sur comment se prévenir et surtout comment ne pas être attaqué lorsqu'on est entre guillemets à découvert lorsqu'on est en ligne. Eh bien, pour commencer, il ne faut déjà jamais faut toujours avoir des mots de passe assez longs. Parce que finalement, les mots de passe, c'est un peu le fil conducteur de votre vie et surtout, il faut bien séparer les mots de passe sur chaque site, parce que si quelqu'un a un mot de passe et que ce mot de passe vous l'avez mis sur tous les autres sites, eh bien niveau sécurité, ce n'est pas bien. Et il faut surtout privilégier une phrase longue, facile à retenir et surtout difficile à deviner, comme par exemple, il a neigé à Cherbourg, et ce n'est pas magique, mais c'est déjà le jour et la nuit par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, le deuxième réflexe, c'est qu'il faut un mot de passe différent par site. Alors oui, c'est pénible, mais ça donne envie d'écrire ces mots de passe sur un post-it collé sur l'écran, ce qui est une stratégie, mais qui est une très mauvaise stratégie. Pourquoi ? Parce que l'important, c'est parce qu'une suite, parce que si votre mot de passe suit sur un site random, on pourrait vos autres comptes si vous voulez réutiliser. La solution réaliste, c'est un gestionnaire de mots de passe, ce n'est pas un truc de hacker, c'est un trousseau de clés moderne. Et évidemment, le bon réflexe à avoir, c'est d'activer la double authentification. C'est le fameux code en plus quand vous vous connectez. Ça, c'est le truc qui transforme un mot de passe volé en pas suffisant. Car si vous avez le choix, la plus d'authentification plutôt que le SMS quand c'est possible. Et si vous n'avez pas le choix, SMS c'est déjà mieux que rien. Et maintenant, je veux remercier toute mon équipe qui a été là pour mon émission. Je veux d'abord remercier Ulysse Tuel qui était là en stream. Je veux aussi remercier Louis Février qui était là à ma technique. Et je veux aussi remercier Genepix qui
était là, qui était mon invité pendant toute cette soirée. Et je tiens aussi à vous rappeler que les portes ouvertes de Saint-Vincent seront bientôt seulement disponibles la semaine prochaine, vendredi et samedi janvier.